Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter et comparer les Rolex Explorer 1 et Explorer 2. Attention, pour les puristes, on n'utilise pas l'expression Explorer 1. On l'appelle juste l'Explorer, la 369 ou l'Explorer 369. Étant sportif, j'aime les montres solides, résistantes à l'eau à 100 mètres de profondeur, soit 10 ATM. J'aime qu'elles soient lisibles, de jour comme de nuit. Naturellement, j'ai donc été attiré au départ par les montres de plongée. Mais après un moment, j'en ai fait une overdose. J'en ai gardé certaines, mais j'ai voulu trouver une montre qui répondait aux mêmes critères tout en étant plus habillée. Certains d'entre vous vont me répondre qu'une Submariner est une montre habillée. Mais pour moi, pas vraiment. Et puis il y en a tellement, des vraies, des fausses, des imitations. Dans cette quête, je me suis rendu compte qu'il existait très peu de montres de grandes maisons horlogères qui étaient habillées et étanches à plus de 5 atmosphères. Mais certains me diront, c'est normal, ça ne sert à rien. Je ne suis pas vraiment d'accord. Premièrement, si vous aviez des amis comme les miens, vous sauriez qu'en été, si vous vous promenez près d'une piscine, il y a beaucoup de chances que vous glissiez dedans, sans avoir eu le temps d'enlever votre montre. Deuxièmement, 5 ATM, ce n'est pas suffisant pour faire un saut dans une piscine. Voici un tableau qui vous montre ce que permettent les différentes résistances. Troisièmement, si vous regardez les anciennes montres, vous constaterez que la majorité a été abîmée par l'humidité. Les aiguilles et les index sont souvent oxydés. Les cadrans ont souvent des taches. Pour finir, mes recherches m'ont fait découvrir une marque qui au départ ne m'attirait pourtant pas du tout. Rolex. Eh oui, j'avais de gros a priori. Pour moi, c'était la marque bling bling. Mais je me suis rendu compte que c'était l'une des seules marques dont la majorité des montres possèdent une couronne vissée et 10 ATM de résistance à l'eau. Et ça, depuis les années 50. C'est ce qui explique que souvent, les anciennes Rolex sont en meilleur état que leurs contemporaines. Actuellement, il y a bien sûr des exceptions, comme par exemple chez Omega, la Seamaster Aquaterra, un modèle habillé résistant à 15 ATM. Mais il y a également des grandes Seiko qui proposent des 10 ATM, et vraiment très très belles. Mais après toutes ces recherches, je suis arrivé à la conclusion que l'Explorer était la montre qui répondait parfaitement à tous mes critères. Il y a bien sûr aussi le côté historique et mythique de l'Explorer avec la conquête de l'Everest. C'est également la première montre professionnelle Rolex juste avant la Submariner. En m'y intéressant, j'ai découvert qu'il y avait un nombre incroyable d'autres marques qui s'étaient inspirées de ce modèle. Voici un petit récapitulatif que j'ai trouvé, mais il y en a certainement encore plein d'autres. Alors, mis à part la Submariner, vous connaissez beaucoup d'autres montres qui ont été autant imitées. C'est là qu'on se rend compte qu'elle a marqué l'histoire des montres. C'était pour les explications sur la manière dont j'ai connu cette montre. Mais concernant son histoire, l'histoire de l'Explorer commence en 1953, avant la première ascension de l'Everest par Sir Edmund Hillary et le Sherpa Tenzing Norgay. Hans Wilsdorf, le fondateur de Rolex, s'était arrangé pour que les différentes équipes qui tentaient cette ascension soient équipées de ces garde-temps. Tous les alpinistes vous diront qu'une ascension à plus de 4000 mètres est toujours une course contre le temps. Il ne faut pas en perdre inutilement et toujours savoir où on en est. Est-ce qu'on est encore dans la mesure du possible pour arriver au sommet? Est-ce qu'il va falloir faire demi-tour? Alors, si c'est déjà important à 4000 mètres, vous vous imaginez ce que c'est à plus de 8500 mètres d'altitude dans la zone de la mort. À l'époque, il n'y avait pas de technologie d'appui, pas de GPS, pas non plus de communication. La montre était un véritable outil vital. Mais les montres que portaient Edmund Hillary
et Tenzing Norway ne ressemblaient pas encore à la première 369. En fait, seul Tenzing portait une Rolex. Edmund portait une Smith. C'est normal, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. L'Explorer ne ressemble pas aux montres que ces deux légendes de l'alpinisme portaient, mais c'est le fruit de leur débriefing et de leur expérience. Après cette incroyable conquête, l'Explorer 369 a donc vu le jour et est devenu la première montre professionnelle de Rolex, juste quelques mois avant la Submariner. Mais pourquoi le terme de montre professionnelle? Parce qu'elle offre des fonctions destinées à des activités professionnelles spécifiques. Il existe un grand débat passionnel concernant l'Explorer. C'est la taille idéale qu'elle doit faire, la taille qu'elle devrait avoir. Quand en 2021, je me suis décidé à commander ma première Explorer, elle changeait justement de taille. Elle passait à nouveau à 36 mm, sa taille d'origine. De 2010 à 2021, elle n'était proposée qu'en 39 mm. Mais pour moi, 36 mm, c'était formidable. Back to the roots, le retour aux origines, à la vraie taille. Ça ne fait que 10-15 ans que les montres grossissent. Pendant plus de 60 ans, le 36 mm était la taille parfaite pour les hommes. Certains portaient même du 34, alors que la taille moyenne des poignets de l'époque était certainement plus importante qu'actuellement. À la fin de cette vidéo, je vous présenterai d'anciennes publicités des Rolex Explorer. On y voit clairement que ce n'est pas la taille de la montre qui fait l'homme. Mais apparemment, Rolex revoit quand même sa copie, puisque ce printemps 2023, 2 ans après avoir passé l'Explorer en 36 mm, ils ajoutent une nouvelle version 40 mm tout en gardant la 36. En 1971, Rolex lance l'Explorer 2, la référence 1655, plus moderne, plus grosse, avec la date, le cyclope, une protection de la couronne, plus une aiguille et une lunette 24 heures. Mais pourquoi une aiguille 24 heures? Initialement, cette aiguille était prévue pour indiquer si c'est le jour ou la nuit. Quand vous pratiquez la spéléologie dans les grottes, pendant plusieurs jours, cette aiguille vous permet de toujours savoir si c'est le jour ou la nuit. 18 h ou 6 h du matin. Et lors de votre prochain voyage au pôle Nord, avec une Rolex Explorer 2 au poignet, à tout moment, vous pourrez savoir si c'est le jour ou la nuit. C'est quand même génial, non? Plus qu'à convaincre madame d'aller en vacances au pôle Nord. Et ça, c'est pas gagné. Mais cette fameuse aiguille orange peut également servir pour vous donner l'heure d'un autre fuseau horaire. Si vous êtes par exemple aux États-Unis ou en Asie, elle vous permet de connaître d'un coup d'œil l'heure qu'il est en Belgique ou en France. C'est de toute façon la même heure. Évidemment, c'est moins utile si vous êtes en vacances en Italie ou en Espagne. En 1985, l'Explorer référence 16550 est la première à proposer un cadran blanc en plus du cadran noir. On l'appelle la version blanche la Polar. Depuis cette date, on peut choisir entre les deux couleurs de cadran. Mis à part le chrono Daytona, il me semble que ce sont les seuls Rolex Pro qui sont disponibles en cadran blanc. Corrigez-moi si ce n'est pas le cas. La version Polar, par rapport au noir profond de l'Explorer 369, m'a tout de suite beaucoup plu. Si bien que dès que j'ai eu l'occasion d'en acquérir une, c'est ce que j'ai fait. C'était un peu comme réunir la belle et la bête, la baroudeuse habillée et la baroudeuse de l'extrême, l'ombre et la lumière. Mais passons maintenant aux différences entre les deux modèles. N'ayant que les modèles actuels, c'est-à-dire à partir de 2021, ma comparaison va se limiter à ces deux modèles. Vous pouvez les différencier par rapport aux versions précédentes par la petite couronne qui est à 6 heures entre le Swiss et le Made. Si vous achetez une Explorer d'occasion, que ce soit une 1 ou une 2, cette petite couronne vous permet de différencier si c'est 45 heures de réserve de marche ou 70 pour les dernières avec la couronne.
Mais revenons à notre comparaison. L'habillé par rapport à la Pro. L'Explorer 2 et l'Explorer 1 n'ont rien à voir entre elles, si ce n'est leur solidité et leur fiabilité. Est-ce que l'Explorer 369 reste une vraie professionnelle? Pour moi, il n'y a pas de doute, c'est oui. Elle est fort différente des Oyster perpétuels, qu'on appelle aussi OP. Pour la même taille, l'Explorer est plus ou moins 1000 € plus cher que l'Oyster perpétuel, tout en ayant le même calibre, le 32-30. Mais elle fait plus robuste, elle est beaucoup plus lisible de jour comme de nuit, grâce à ses aiguilles Pro, et entre autres l'aiguille Mercedes, et ses iconiques 369. Il y a également la fermeture sécurisée du bracelet, l'Oyster Lock. L'Explorer 2 a déjà beaucoup plus d'éléments Rolex. Le cyclope, les index, les aiguilles. L'Explorer 2 a un calibre 32-85, identique à la GMT Master 2, qui est plus ou moins 2000 € plus cher, certainement pour la lunette en cérachrome. Mais quelles sont les différences esthétiques et design entre ces deux modèles d'Explorer? L'aiguille 24 heures, orange, et la lunette 24 heures. Il y a également la date et le protège-couronne. Ces index sont ronds, alors que sur l'original, sur la 369, ils sont rectangulaires à côté des chiffres 369. Les tailles sont également très différentes. On passe de 36 mm pour la 369 à 42 mm pour l'Explorer 2. 36 peut paraître petit, mais pourtant sur mon poignet de 17 cm et demi, c'est parfait. Et question lisibilité, est-ce que c'est assez grand 36 mm? J'ai fait la comparaison avec la Deep Sea d'un ami, donc la Sea Dweller Deep Sea en version 44 mm, et j'ai été surpris de constater que la taille du cadran était la même. L'Explorer 2 est beaucoup plus carrée que la 369, elle est plus tranchée, plus dure, plus brute. L'Explorer 369 s'est restée discrète, la 2 est beaucoup plus voyante, surtout le cadran blanc de la version Polar. Quand on porte l'Explorer 2, on sent un certain poids au poignet, on sent qu'on a une montre qui est lourde. Alors que pour la 369, on ne sent pratiquement rien. Ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre ma main sur mon poignet pour être certain que je l'ai bien, alors qu'elle était là. Lors de la réception de la 369, le bracelet m'a semblé démesurément fin. Et puis je me suis complètement habitué, maintenant c'est plutôt le bracelet de l'Explorer 2 qui m'a l'air plus imposant et plus gros. J'ai acheté des bracelets en cuir que j'ai voulu mettre et là c'était une erreur. Pour deux choses, parce que d'abord c'est vraiment le bracelet métallique qui lui va le mieux, et puis alors dans le boîtier il y a des petites arêtes qui permettent de bien fixer pour que ne bouge pas le bracelet acier, et ça coupe les bracelets, les beaux bracelets, et donc c'est vraiment pas, moi je ne le conseille pas. Comme je vous l'ai dit, pour moi un point très important c'est la lisibilité, de jour comme de nuit. Vous allez peut-être être vraiment surpris, enfin moi je l'ai été en tout cas, pour moi c'est la 369 qui est la plus lisible. L'Explorer 2, c'est pas parce qu'elle est plus grosse qu'elle est plus lisible. La nuit, le fait qu'elle soit plus sobre, qu'il n'y ait que les deux aiguilles, enfin les trois aiguilles, mais surtout l'heure et les minutes, la rendent plus lisible. Sur l'Explorer 2, il y a plus d'éléments perturbateurs et donc on n'est pas toujours certain de l'heure du premier coup d'œil. Ce que j'ai déjà eu plusieurs fois aussi, c'est que lorsqu'il y a des reflets sur la montre, ben là l'Explorer 369 est beaucoup plus lisible. En fait, les aiguilles sont brillantes et on arrive à les voir même quand il y a un reflet sur le verre de la montre. Alors que pour l'Explorer 2, quand il y a un reflet, on ne voit pas, les aiguilles ne ressortent pas. Un dernier point, la facilité d'utilisation et de réglage de l'Explorer 369 et de l'Explorer 2. Pour la 369, c'est vraiment super simple. Elle a 70 heures de réserve de marche, donc ça c'est génial, mais les deux ont 70 heures de réserve de marche. Mais dès qu'elle est arrêtée, il suffit de la remettre à l'heure, de la remonter, et ça va très très vite. Par contre, pour l'Explorer 2,
ça peut prendre beaucoup plus de temps, surtout au niveau de la date. Si ça fait 10, 15 ou 20 jours que vous ne l'avez plus mise, vous allez devoir régler la date et ça peut prendre un peu de temps. En conclusion, je pense que vous l'avez tous compris, pour moi, l'Explorer 369 a encore toute son utilité, toute sa place dans la gamme Pro. Même si elle n'a pas la date, même si elle n'a pas les aiguilles ni la lunette 24 heures, même si elle a un look un peu moins robuste, elle fait vraiment son job. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions et à mettre des commentaires, j'essaierai d'y répondre rapidement. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai une battle entre deux montres militaires commémoratives. SAS contre Navy Seals, Rolex contre Jaeger-LeCoultre. Pour ne pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Comme promis, voici d'anciennes publicités des deux Explorers.